Retrouvez Success Story avec Init Marketing, l'institut d'études et de conseil spécialiste de la satisfaction et de l'expérience client. Init Marketing, valorisons ensemble votre capital client. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'A-News Expérience Client et de Success Story. Ce matin, je reçois Guillaume Antognetti. Déjà, je suis effectivement très heureuse, alors je le dis souvent, mais là, je suis sincère, de vous recevoir. Il y a d'abord votre énergie, et puis en plus, et puis après, ce que vous faites d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement comment vous êtes né, comment cette structure est née, et comment vous avez décidé de créer ces indicateurs et cette façon de travailler et de nous accompagner? Ça date d'il y a maintenant 10 ans. J'avais une société à l'époque qui s'appelait Côté Client, qui était une société d'études marketing. Et on se rendait déjà compte, déjà entre 2010 et 2015, qu'il y avait un bug entre les études marketing qu'on pouvait effectuer, qui relevaient de la satisfaction client, et de la qualité de service que les entreprises mesuraient. Autrement dit, les entreprises disaient notre niveau de qualité de service est plutôt correct, voire en progression. Quand on disait qualité de service, c'était quoi? C'était des indicateurs de satisfaction ou pas du tout? Non, ça peut être c'est la qualité de service mesurée de façon très objective. Ça peut être le respect des normes, et que dans le retail, dans la grande distribution, on mesure notamment à travers des visites mystères, par exemple. D'accord. Bon. Et donc, les entreprises se rassurent avec des audits de qualité de service. J'aime le mot se rassure. À côté de ça, font des enquêtes de satisfaction et il y avait un bug entre, je comprends pas, les clients sont pas contents, pourtant on fait le job. Et plus on avançait dans ces analyses-là, plus on se disait, mais il y a quand même quelque chose qui explique la différence entre, on a le sentiment de faire le job correctement, on a formé les équipes, on respecte les normes et les injonctions qu'on demande aux équipes de réaliser, et pour autant les clients ne sont pas forcément satisfaits. Donc est née de cette idée-là l'envie de comprendre qu'est-ce qui pouvait expliquer ce différentiel. Et c'est en travaillant avec des chercheurs qu'on a commencé à travailler autour de la notion de culture client. D'accord, c'est normal. Enfin, c'est bizarre parce qu'en fait, les chercheurs, souvent, c'est plutôt ou les normes sont souvent des contraintes. Là, vous êtes en train de dire que, des contraintes, vous avez créé quelque chose. Alors, la notion de culture client qui vient expliquer ce phénomène-là était travaillée dans la recherche depuis des années, mais le monde managérial ne s'en était pas emparé. Mais qui l'avait alors? Qui avait ces infos? mais personne, en fait, si, dans des revues académiques, publiées dans des revues à comité de lecture, il y avait des articles qui parlaient de la culture client et de son rôle. Il y a 10 ans déjà? Il y avait plus de 10 ans. Les premiers articles datent de 2005, 2006, qui parlent vraiment de culture client et d'impact sur la performance des entreprises. Sauf que personne ne les lit, bien entendu. Moi le premier, je ne les lisais pas, sauf qu'en travaillant avec des chercheurs, ils m'ont... Qui les lisaient, qui travaillaient sur ces questions-là, m'ont permis de prendre conscience qu'en effet, là, il y avait un sujet qui allait devenir important. On est en 2013. Et donc, on a, avec les chercheurs en question, décidé de travailler cette question-là et d'en créer des premiers indicateurs qui permettent de se dire, tiens, au-delà... C'est pas le NPS. C'est pas le NPS. Ça, c'est plutôt l'indicateur qui a pris le pas sur la satisfaction client et les mesures de fidélité, d'engagement. Et c'est pas non plus des indicateurs de qualité de service. Par exemple, sur un plateau téléphonique... Le fait de recommander, oui, c'est pas... Oui, alors il y a la recommandation des clients. Je suis content, je suis pas content, au point que de recommander ou pas. Il y a mes équipes respectent les normes qualité qu'on veut qu'elles respectent. Ou l'engagement ou la... Et entre les deux, il y a quelque chose dont on va parler qui s'appelle la culture client. Et donc, on a décidé de s'engouffrer là-dedans et de ne travailler que cette question-là. Donc, on travaille ni sur l'expérience client, d'accord, ni sur la qualité de service délivré, mais sur l'état d'esprit qu'ont les collaborateurs avec lesquels ils vont travailler. C'est ce qu'on appelle la culture client. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus il y a 10 ans. Et ça fait maintenant 10 ans qu'on est sur ces questions-là. Donc là, on en entend un peu plus parler. Ouais. Donc, il y avait un time to market qui était peut-être un peu trop tôt. Oui, mais bon, ça nous a donné le temps d'explorer le sujet, de faire un certain nombre de bêta-tests, d'avoir maintenant une base de répondants de 100 000 collaborateurs en France et à l'international. Donc là, c'est que... Ah oui, France et international. Oui, et donc il y a 14 langues dans notre test maintenant, donc il est disponible dans 14 langues. Donc
ce temps-là où on n'était pas pressé... De la recherche. Absolument, c'était plutôt le temps de la recherche, de l'expérimentation. Et bien, quand le marché s'est accéléré sur la culture client, c'est-à-dire après le Covid, globalement, eh bien, nous, on était prêts. Parce qu'on a beaucoup parlé de télémarketing, c'était le gros mot à l'époque, et puis après on parle de relations clients, aujourd'hui un peu plus d'expérience client. Et donc comment on arrive à la culture client? Est-ce qu'il y a un moment dans une entreprise où ça sert à quelque chose de le faire, ou est-ce qu'il y a des moments où c'est trop tôt? C'est la bonne histoire, c'est-à-dire que on est passé de la qualité de service à la satisfaction client à l'expérience client. Et on se rend compte que malgré les efforts que les entreprises fournissent pour améliorer l'expérience client... Donc un peu comme ça il y a 10 ans. Ouais, voilà, et on se rend compte, enfin ils se rendent compte que les efforts ne payent pas toujours. On met en place des... Mais c'est simple, c'est pas simple. Ah bon, mince. On met en place des nouveaux process pour l'expérience client. Ça coûte assez cher parce qu'il faut les penser, il faut les mettre en œuvre, il faut les animer, il faut former les équipes, il faut suivre. Il faut les intégrer dans les outils. Exactement. Et en fait, on se rend compte que le retour sur investissement de l'ensemble de ce travail-là n'est pas forcément profitable en termes de satisfaction client. Et c'est bien ce dont on est en train de parler. Il y a une différence entre on a décidé de mettre en place des nouvelles normes, des nouveaux objectifs, des nouveaux services, peut-être une nouvelle façon d'adresser le marché, d'adresser les clients. Ça, c'est le boulot de l'expérience client. Mais une fois qu'on l'a fait et qu'on l'a décidé et qu'on a formé nos équipes, l'affaire n'est pas terminée. Donc finalement, on prend la voix du client pour identifier ce qu'il nous dit et ce dont il a besoin. Ouais. On crée des environnements ou des procédures effectivement qui coûtent cher pour répondre à cette voix du client et aux attentes. Et à la fin, en fait, il y a les gens. Et parfois, ça ne marche pas bien. Mais c'est comme si je vous demandais, vous Nathalie, d'aller embrasser cette personne que vous n'aimez pas. Et je dis, je suis votre patron Nathalie. Pour l'expérience client, je sais que cette personne a besoin d'être embrassée, donc je vous demande d'aller l'embrasser. Vous allez me dire, oui, mais je l'aime pas. Je dis, c'est comme ça. C'est important pour nos clients, Nathalie. Allez l'embrasser. Oui, mais je l'aime pas. Donc, si vous exécutez votre geste métier, parce que je vous l'ordonne de le faire, vous allez le faire, mais ça va se sentir. Et donc, la personne qui est embrassée, elle va savoir, elle va sentir quelque chose ne va pas. C'est pas naturel. Oui, c'est pas que c'est pas naturel. C'est pas incarné. Non. Et donc, le problème, c'est pas tant le geste d'embrasser, c'est l'envie d'embrasser. Et donc on touche le doigt. Et comment on donne envie? Ah ben c'est ça le sujet, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que les entreprises ne sont pas emparées de ce sujet-là assez facilement, parce que on est en train de toucher l'attitude. L'attitude, c'est ce que vous pensez. Le comportement, c'est ce que vous faites. Donc je vous demande de faire embrasser, sauf que vous, dans votre attitude, votre façon de penser, vous n'aimez pas. Donc je ne peux pas vous dire Nathalie aime, je peux dire Nathalie embrasse. Sauf que si vous n'aimez pas, vous n'embrasserez pas bien. Donc moi, manager, je suis dépourvu parce que je ne peux pas vous ordonner d'aimer, vous faites ce que vous voulez. Par contre, vous pensez ce que vous voulez, mais vous ne faites pas ce que vous voulez. Donc je peux vous dire embrasse, et si vous n'aimez pas, vous allez mal embrasser. Donc je reviens à mon sujet de manager. C'était pas mal cette histoire quand même, parce que je trouve que le parallèle est assez fou. Mais c'est ça dont on parle. On s'imagine vraiment dans cette situation. Oui, et donc nous les managers, on est dépourvus parce qu'on dit, mais enfin, c'est pas possible. Je leur demande de le faire. Et je le forme pour le faire. Je le forme pour le faire, je leur explique pourquoi c'est important. Et je sens... Alors, il y en a avec qui ça se passe très bien. En plus, parfois, c'est pas si compliqué que ça. Non, et puis d'autres, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, non pas qu'ils ne savent pas exécuter ce qu'on leur demande, c'est que dans leur esprit, dans leur état d'esprit, dans leur attitude, ils ont la tête ailleurs. Ils sont pas focus sur ce sujet-là. Donc, ils s'exécutent, mais un petit peu par la force des choses. C'est comme si je vous dis, mais il faut savoir accueillir les clients. Bonjour. J'ai dit bonjour, parce que vous m'avez demandé, Nathalie, de dire bonjour. Mais si vous savez, on le ressent tellement. Mais oui, comme on dit au téléphone, le sourire se s'entend. On s'entend, oui. Oui, mais dans ce cas-là, ok, je vais prendre le téléphone et je vais forcer le sourire. Je vais dire bonjour Nathalie. Non, ça marche, non, ça marche pas non plus. Mais alors comment on fait? Mais donc le sujet clé, et j'ai du mal à le faire passer, hein, j'ai un bâton de pèlerin et je passe beaucoup de temps dans les comités de direction auprès des managers pour faire comprendre que il ne faut pas dire aux gens de faire, il faut leur donner envie de faire. Donc pour revenir sur le client, il ne faut pas tant que ça. C'est un sujet RH, donner envie de venir, donner envie de rester, absolument. Et après donner envie de faire. Oui, sauf que, absolument, et donc on se bat avec les fonctions RH aussi, pour qu'elles s'approprient ce sujet d'expérience client. C'est un sujet de direction générale, parce que sans la direction générale, je pense qu'on peut rien faire. Oui, parce que la culture dont on parle, l'état d'esprit des collaborateurs... Elle vient, entre autres, de l'environnement dans lequel ils vivent tous les jours. Et donc, du moment où je pousse la porte de mon entreprise, je m'assois à mon bureau, je vis dans un environnement qui est directement lié à tout un tas de signaux qui m'est donné à voir dans l'entreprise. Et parmi ceux-là, parmi les principaux,
le ton qui est donné par la direction générale. À travers quoi? À travers ses discours, bien entendu, mais aussi... C'est l'exemplarité aussi. L'exemplarité, ses comportements. Donc ça doit démarrer effectivement par le haut. Ça doit participer. En tout cas, on ne peut pas avoir de culture client forte sans une direction générale totalement embarquée. Complètement impliquée. Pour que ça donne à voir aux équipes quelle est la direction, quel est le ton, mais pas que dans le discours. Le nombre de dirigeants que je vois monter sur la scène en disant « les clients sont notre valeur principale numéro 1 », et quand j'interroge les équipes, elles disent « bon, n'importe quoi ». Je vois bien que la semaine dernière, ils nous ont demandé de trafiquer tel truc. Quand j'aurais demandé de changer tel outil, parce que c'est important pour qu'on serve les clients plus facilement, ils nous ont dit que c'était dans la roadmap de 2028. Enfin, je vois bien que les priorités de mon entreprise ne sont pas tournées vers le client. Donc c'est non seulement un état d'esprit, mais c'est aussi en fait un mode d'action. Oui, mais c'est un mode d'action qui détermine l'état d'esprit. C'est-à-dire que moi, je suis confronté tous les jours à des engagements de ma direction, de mon manager. Je suis confronté à des outils, je suis confronté à des priorités qu'on me donne à voir, je suis confronté à mes collègues. Par exemple, comment on leur dit, justement, parce que les directions générales sont convaincues de faire ce qu'il faut? Oui, mais... Ou ils le savent un petit peu? Alors, disons que, en général, et c'est vraiment débile de dire en général, parce qu'il y a vraiment des cas très différents, mais si je dois caricaturer, en général, j'ai fait face à des comités de gestion qui sont convaincus qu'il faut le faire, et sont convaincus de mettre en place des choses. Mais ils prennent ce sujet-là comme un autre sujet. Ils le traitent comme un autre sujet, qui pourrait être un sujet IT ou un je sais quoi d'autre. Bon. Et donc, ils s'achètent cette bonne conscience de « je sais que c'est important, je vais nommer un directeur de l'expérience client, voire maintenant des responsables de culture client. Oui, on en voit. Je leur mets une équipe, un budget, et je vais passer au vrai sujet. » Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet de la culture client doit être porté par la direction générale, parce que c'est ça qui guide l'ensemble des autres actions, jusqu'au business model de l'entreprise. On doit être en mesure de changer notre business model. Donc comment concrètement on fait ça? Alors, je connais des entreprises qui le font nativement, parce que ça fait partie de la façon dont elles sont nées, elles se sont construites. Celles qui ne le sont pas comme ça doivent se transformer dans leur génétique. Et quand je dis leur génétique, c'est d'avoir des dirigeants qui sont d'accord pour se dire « j'en ai pour 5 à 10 ans », et pas 2 ans. Donc il faut 5 à 10 ans pour introduire une notion... Non, pas introduire, mais transformer définitivement son entreprise avec une nouvelle génétique. Parce qu'en fait, il faut finalement, quand on parlait d'expérience client, mais il faut finalement toute l'entreprise. Et donc, il faut apporter à toutes ces directions la notion de culture client. Absolument. Et en fait, l'expérience client, il ne faut surtout pas l'abandonner, mais la direction de l'expérience client va pouvoir profiter dans tout ce qu'elle va pouvoir mettre en œuvre d'une culture client qui a évolué. Donc il faut presque qu'il y ait un niveau de maturité en fait, de culture client qui est par exemple de dire j'ai un état d'esprit, en tout cas je le veux, oui. J'ai peut-être des moyens, des outils, etc. Et puis maintenant c'est comment je déroule. Oui, et donc une fois que j'ai décidé de mettre en place l'ensemble des leviers disponibles pour un manager, pour améliorer la culture de son entreprise, c'est pas que le dirigeant, ça va être aussi le management de proximité et même les collaborateurs. Il faut que tout le monde prenne conscience du rôle de chacun dans la constitution de cet état d'esprit commun. Je dis un état d'esprit, mais la vraie définition, c'est un ensemble de croyances et de valeurs que nous partageons. Donc, cet ensemble de croyances et de valeurs que nous partageons autour une religion, hein. Mais non, mais c'est une culture. Une culture, c'est un ensemble de croyances et de valeurs que nous partageons, si on parle de culture client, selon lesquelles la recherche de la satisfaction client est notre priorité. Bon. Donc, cet ensemble de croyances et de valeurs... Ça, c'est un ADN. Enfin, ça, c'est l'ADN de... C'est ce que tout le monde doit... C'est ces croyances et valeurs qu'on doit partager. Mais donc, on ne peut pas le décréter. C'est joliment dit, quand même. Mais, oui, mais on ne peut pas le décréter. Ça veut dire que cet ensemble de croyances et de valeurs, je ne pense ce que je veux. Je pense ce que je veux. Et donc, si on me dit quelque chose et je pense l'inverse, compte tenu de ce que j'observe, on n'a pas fait le job de la culture. Donc, c'est long. Parce qu'il faut des preuves irréfutables, permanentes. La culture... Elle monte par l'escalier, mais elle descend par l'ascenseur. Des fois, on fait des efforts pour essayer d'améliorer, de tourner l'entreprise vers le client. Il suffit d'avoir que le marché se retourne, on serre les budgets, on envoie chez les clients, excusez-moi de l'expression, et puis on se rend compte que les collaborateurs se disent, mais en fait, le vrai sujet, c'est pas les clients, je vois bien, c'est les actionnaires. C'est le business, okay. Bon, par exemple. Et donc, ça chute. Ou alors, une partie de l'entreprise se met à focaliser client, et l'autre partie se focalise ailleurs, parce que ces gens-là sont primés sur la marge et le résultat. Et donc, quand tout va bien, quand on arrive à ce niveau de maturité, que ça y est, on a l'état d'esprit, et donc comment on fait concrètement pour passer, alors peut-être passer 10 ans, mais peut-être, on va dire en 2-3 ans, est-ce qu'on peut déjà... Oui, moi j'ai déjà vu des retournements d'entreprise. Ça demande du courage managérial, ça demande d'avoir un peu de temps
vis-à-vis de la pression financière. D'accord. Parce que le retour sur investissement, il n'est pas court terme. Donc il vaut mieux avoir le vent dans le dos à ce moment-là. Absolument. Ou alors, si on n'a pas le vent dans le dos, d'avoir des actionnaires qui nous soutiennent dans le projet. Moi, j'en ai fait les frais quand j'étais à la levée de vêtements. C'était pas du tout le même sujet. Là. Pourquoi on n'était pas soutenu là-dessus? Mais bon, donc il faut être soutenu pour se dire, voilà, on va se donner 2 à 3 ans pour retransformer l'entreprise. Ça, c'est une volonté de direction générale. Ensuite, il faut que l'ensemble de la strate de management de proximité adhère au mouvement. Mais pour qu'elle adhère au mouvement, il faut aller jusqu'à changer la façon de valoriser les collaborateurs. Qu'est-ce qui fait que moi, manager de proximité, qui suis un N-2 de la direction générale, qu'est-ce qui fait que je vais être valorisé dans mon entreprise? Si on reste sur le même tempo de réussite, de performance commerciale, etc., on va passer à côté du projet parce que le vrai projet, le vrai sujet, il est encore ailleurs. Il faut qu'on change la façon de valoriser les gens. Mais il y a plein de façons de le faire. Honnêtement, il faut qu'on sorte de la pression uniquement financière des collaborateurs et les managers. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'enlever. Ça veut dire qu'elle doit être corrélée. On peut avoir une pression financière. Elle doit être induite, mais... Elle est induite du résultat de ce qu'on fait vis-à-vis des clients. Mais c'est pas compliqué, ça à faire. D'ailleurs, elle est dans le résultat. Elle est dans le résultat et il suffit de mesurer la performance client, pas forcément qu'avec la satisfaction client, mais pourquoi pas avec des ventes. Mais ce n'est pas la même chose de faire plus 100 en vente en se basant sur nos clients existants qu'en recrutant des nouveaux clients. Non. C'est pas la même chose. Et donc, si on se dit, il faut juste que tu fasses plus 100, on n'a pas fait le job. Si on dit, moi je te valoriserai si on fait plus 100 sur la base des clients existants, on dit aux collaborateurs, ce qui nous intéresse, c'est la fidélité. D'accord. Et donc dans la détection, enfin dans la création de ces indicateurs, finalement, on commence à découvrir cette notion de culture client. Absolument. Et comment vous pouvez nous aider à identifier ces... Parce que c'est pas que des indicateurs, en fait. Non, il y a des indicateurs de performance, il y a de l'exemplarité managériale. Oui. Mon manager ou mon dirigeant, je l'attends, je le regarde, je l'observe sur la façon où il va mettre le poids du corps. Quand il y a une entreprise, elle est faite de contraintes et il faut décider tout le temps. Il faut prioriser tout le temps. Eh bien, la façon dont on priorise, demain matin, j'ouvre la porte de mon bureau, chef, j'ai un projet, j'ai un sujet. Qu'est-ce qu'on fait? Sa réponse sur le qu'est-ce qu'on fait... Le même son comportement. Eh bien oui, va nous dire ce qui est important pour l'entreprise. Mais il n'y a pas que les managers. Il y a aussi la façon dont on prend en compte la voix du client. Il y a énormément d'entreprises qui font du NPS tant qu'on veut, qui font des enquêtes de ça tant qu'on veut, qui font des visites tant qu'on veut, juste pour distribuer des bons et des mauvais points. Et pour se rassurer, bon, on n'est pas trop mal, etc. Et une entreprise d'orienté client qui met les collaborateurs dans un bain culturel très fort et donc qui fait changer les attitudes, sont des entreprises où les collaborateurs ont le sentiment qu'on est branché sur les clients, à tel point qu'on sait évoluer en fonction de ce qu'on a appris des clients. Si on ne sait pas montrer ça, si on ne sait pas mettre ça en œuvre, on leur fait comprendre que les clients c'est important, mais enfin c'est juste pour avoir le NPS. D'où le fait que ça prenne un peu de temps, parce que c'est cette transformation en fait qui prend du temps. Oui, mais ça Est-ce qu'il y a des clés? Est-ce qu'il y a des... Comment vous pouvez nous aider? Eh bien, franchement, c'est pas compliqué, c'est une question de volonté. Il faudrait que la personne qui est en charge de la voix du client, d'ailleurs, il faudrait qu'il y en ait une. D'accord. Quel est un niveau d'impact puissant d'entreprise? Pas la personne dont on ne sait pas quoi faire et qu'on lui dit tiens, tu vas t'occuper de la voix du client. Une personne qui compte dans l'entreprise. On voit très bien, je pense. Ensuite, la voix du client, c'est la voix du client. C'est-à-dire, c'est pas que les enquêtes. Parce que parfois, il y a des gens qui disent en fait, c'est une voix dans le COMEX, c'est une place dans le COMEX, c'est le client. Pourquoi pas? Après, en tout cas, il faut qu'elle soit entendue du COMEX. Ça, c'est des dirigeants. Mais la voix du client, c'est aussi l'ensemble des remontées des irritants clients. Ça peut être des réclamations, mais ça peut être... Les irritants, ils ne sont pas forcément objectivés dans un service réclamation. Ils sont aussi... Le service financier, parce qu'on met trop de temps pour rembourser. Et les collaborateurs qui sont au contact du client entendent les irritants tous les jours. Oh oui. Mais ils ne les remontent pas forcément, parce qu'ils disent, voilà, si je commence à remonter ça, vaut mieux que je le mette sous le tapis. Et donc, ou de penser qu'on le sait tellement. Exactement, et que ça ne sert à rien de le dire, parce que de toute façon, tout le monde le sait et personne ne va rien faire. D'accord. Donc, il nous faut une personne en charge de la gestion de la voix du client dans toutes ses formes, qu'elle les centralise, qu'elle fasse pression sur le COMEX pour agir et décider. Mais attention, j'ai des directeurs de département qui ne sont pas au COMEX, des directeurs de service qui ne sont pas au COMEX, mais qui ont des retours clients. Et qui ont une énergie. Qu'est-ce qu'ils attendent pour prendre en compte cette voix du client, pour mettre en œuvre des transformations à leur niveau? Certains le font, d'autres ne le font pas. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a qui sont préoccupés clients, d'autres pas du tout. D'accord. Et donc ça veut dire que... Donc ils ont envie d'en faire des bisous. Ils ont envie, pardon ? Ils ont envie de faire des bisous. Oui, enfin, on peut le dire comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a aidé une organisation à mettre en place
un nouveau management qui mette en œuvre la façon dont on met le client au centre. Ou d'accompagner le management existant. Absolument. Ça peut marcher, sauf que ensuite on est confronté à des états d'esprit individuels. Vous prenez quelqu'un, une personne. Et c'est là que vous accompagnez l'entreprise, d'accord. Aussi, c'est-à-dire que si je prends Nathalie et Roger, qui sont dans le même bain culturel et qui ont tous les deux une équipe de 20 personnes, il y a Nathalie qui va faire cet effort pour mettre le client au centre, compte tenu des outils dont elle dispose, et puis Roger qui a les mêmes outils, mais il ne fera pas l'effort. Le problème, ce n'est pas son environnement, c'est lui. C'est lui et ses propres convictions. C'est lui et ses propres croyances et valeurs. Là, on est dans la culture. Donc, il y a une culture d'entreprise, il y a des cultures individuelles. Donc, quand vous travaillez votre culture d'entreprise avec des collaborateurs qui ont une culture individuelle inverse, eh ben, vous avez loupé votre projet. Ça veut dire qu'on est obligé aussi, et c'est la difficulté du management de demain, au-delà de l'organisation qui doit être plus orientée client, je dois manager la culture client individuelle des gens. D'accord. Mais oui, parce que sinon, on passe à côté. Qui n'ont toujours pas envie de faire un bisou. Et voilà. Et ceux qui n'ont pas envie de faire un bisou, malheureusement, soit on leur donne envie d'y aller, soit qu'ils changent de métier ou qu'ils changent d'entreprise. Mais on ne peut pas continuer à vouloir transformer notre entreprise. Et on revient au RH et ben au oui, recrutement. Absolument. Et donc, si notre ambition, c'est d'avoir une entreprise qui est parfaitement orientée client, il faut qu'on ait des hommes et des femmes parfaitement orientés clients. Donc, on doit travailler aussi cette culture individuelle. Ah, mais oui, mais vous comprenez, M. Tonetti, on ne peut quand même pas rentrer dans le cerveau des gens. Eh bien, si. Eh bien, si. La façon dont les gens pensent, la façon dont les gens agissent est fondamentale dans notre entreprise. On n'est pas des robots. Donc, comme on n'est pas des robots, on fait confiance à l'état d'esprit de nos collaborateurs. Donc, on veut bien les mettre dans un environnement propice, mais s'ils n'ont pas cette énergie-là, eh bien, ils n'ont pas leur place. Je suis désolé, ils n'ont pas leur place. Qu'ils aillent voir ailleurs, dans les entreprises qui ne sont pas orientées clients. Ou qui ont d'autres types de cultures. Ou qui ont d'autres types de cultures, il y en a plein. Qui n'ont pas besoin d'être orientés clients et qui vont très bien. Mais si notre projet, c'est de nous transformer, il faut que nos équipes adhèrent à ce projet-là. Autant la direction générale que les équipes. Absolument. Et chaque équipe et chaque personne. Absolument. Et ce n'est pas que quelque chose de professionnel. Parce que je pourrais très bien professionnellement me dire, mon patron a raison, je vais m'investir dans ce projet-là, je vais faire les efforts. Tiens, je vais faire les efforts. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui m'est naturel. Et là, ça va commencer à bugger, parce que ça veut dire qu'on part du principe que je vais mettre de côté mes ressentis spontanés au profit de quelque chose de plus rationnel. Ça ne marche pas longtemps. Donc il faut travailler notre partie spontanée. Très bien. Eh bien, merci pour cet échange passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi, et à très bientôt sur Agnews Expérience Client. Merci. Init Marketing, valorisons ensemble votre capital client.